Bonjour et bienvenue dans cette vidéo traditionnelle, comme Noël, enfin pour ceux qui fêtent Noël. Tous les ans je vous fais un petit récapitulatif des films que j'ai aimés pendant l'année et c'est reparti pour les films de l'année 2021 qui sont encore une fois un peu moins nombreux que mon nombre habituel pré-pandémie, mais j'en ai quand même vu un petit peu plus qu'en 2020 et j'ai vu des bonnes choses. J'ai sélectionné 9 films parce que j'avais pas envie de parler de films dont j'avais pas envie de parler et il y en a 9 qui m'ont vraiment plu ou qui avaient des défauts mais dont j'avais envie de parler quand même. Donc c'est parti, je vous parle de ces films et puis après en fin de vidéo je vous raconte un petit peu ma vie, enfin bref les nouvelles de la chaîne, tout ça. Le premier film dont j'ai envie de parler s'appelle The Dig. C'est un film qui est sorti sur Netflix uniquement à ma connaissance et qui nous raconte l'histoire de la découverte d'une tombe du Haut Moyen-Âge en Angleterre dans les années 40, qui est en fait un bateau funéraire, donc un truc assez monumental. Et je connaissais l'histoire de ce bateau funéraire parce que j'ai fait des études d'histoire, et donc assez vite en voyant le film je me suis dit mais en fait ça a l'air de parler de ça, parce qu'au début quand j'ai lancé j'avais pas lu le résumé, donc ça a été une bonne surprise pour moi. Et c'est un film qui est très très beau, avec un très beau traitement des couleurs, des costumes qui rappellent bien l'époque, et puis la campagne anglaise, ça fait un peu rêver tout ça. Et les acteurs jouent très très bien, parce qu'évidemment c'est pas un film où on voit juste trois pécores creuser la terre pendant 2 heures. C'est un film qui parle de personnes aussi, de leur rapport au passé, de leur rapport à la vie, à la mort. Le personnage de la propriétaire du terrain est très très intéressant, interprété par Carey Mulligan. Mais on a aussi celui qui creuse, et qui n'est pas archéologue de formation. Et donc au bout d'un moment ça commence à clasher un petit peu avec les vrais archéologues reconnus par la profession et qui débarquent en disant mais ça a l'air intéressant ce que tu fais, on refait notre boulot. Voilà, donc c'est un film qui m'a énormément plu et ému. Le deuxième film dont j'ai envie de vous parler est Promising Young Woman, qui est aussi un film avec Carey Mulligan, qui était dans The Dig, mais qui n'a rien à voir. Donc ce film se passe aux États-Unis de nos jours. On y suit l'histoire d'une jeune femme un peu perdue dans sa vie, puisqu'on comprend qu'elle a fait des études de médecine, mais que maintenant elle bosse en tant que vendeuse, enfin un boulot qui est en dessous de sa formation initiale. Et cette fille mène une double vie, puisque la nuit elle sort dans les bars pour se prétendre bourrée et menacer / tabasser les mecs qui essayent de la violer, profitant de l'occasion. Et ça lui arrive très souvent, visiblement. Donc c'est un film de revanche, assez puissant, assez extrême dans ses prises de position bien sûr, mais très intéressant. Et je pense qu'il vaut le coup d'être vu et d'être discuté ensuite. Les personnages masculins sont assez terribles, et certains personnages féminins aussi en fait. Enfin, c'est un film qui parle de la culture du viol, du déni face auquel peuvent se mettre certains hommes quand on leur parle de viol. Et donc c'est un film qui vaut le coup d'être vu. Et je pense que sa prise de position, qui va peut-être choquer certains qui diront « oh là là, ça va trop loin », est nécessaire et justement amène à faire parler. Et il est extrêmement bien interprété et beau, et il y a des moments... Enfin moi j'en suis ressortie assez écœurée parce que il y a des moments justement beaux et mignons, et puis ensuite on s'en prend plein la gueule et c'était bien. Avec tous les trigger warnings qu'il faut évidemment, regardez-le. Ensuite, on change encore totalement de sujet puisque j'ai envie de vous parler de Kaamelott. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler de Kaamelott, mais je pense que vous avez entendu parler de Kaamelott. Et c'est pas le film que j'ai préféré de l'année, loin de là. Il a beaucoup de défauts, plus que les 2 films précédents, mais c'est un film quand même qui était déjà très attendu de la part de beaucoup de fans, et j'aime beaucoup Kaamelott. Sans tomber dans les extrêmes de mettre à citer toutes les répliques dès qu'on me mentionne la série. J'avais envie de le voir, je suis allée le voir dès sa sortie, et je lui ai trouvé beaucoup de qualités, un level up certain par rapport à la série, avec encore beaucoup de défauts. Le scénario était quand même assez bancal par moments, certains personnages étaient soit sous-exploités, soit trop exploités et un peu inutiles, et Lancelot, qu'est-ce qu'il est devenu? Enfin bref, je vais pas spoiler non plus. Mais il y avait aussi des très bonnes choses, des nouveaux personnages très bien amenés, par exemple Guillaume Gallienne qui je trouve était très très bien dans le début du film. Et il y a des personnages qu'on a plaisir à retrouver. Ils ont tous évolué un petit peu, ça fait 10 ans qu'ils sont là, et c'est beau de voir cette évolution. Et surtout c'est un premier volet d'une trilogie qui je pense est prometteuse. Parce que voilà, ce premier volet se suffit déjà plutôt à lui-même, une histoire se termine, et je pense que la suite pourra être vraiment bien. Donc voilà, pour moi il vaut le coup d'être vu. Sans transition, on reste dans le Moyen-Âge fantasmé, puisque j'ai très envie de vous parler de The Green Knight. Là en fait je vous parle des films dans l'ordre dans lequel je les ai vus pendant l'année. Donc The Green Knight, j'ai adoré.
Et je sais qu'il divise parce que j'ai des amis qui l'ont vu et qui m'ont dit que c'était extrêmement mauvais, chiant, élitiste au possible. Et je pense pas, parce que je pense pas être une personne élitiste. Je vois une palette très large de films au cours de l'année. Mais pour moi, c'était magnifique. C'est un film qui nous parle d'une légende, d'un récit médiéval, qui est celui du chevalier Gauvin. Donc c'est tiré vraiment d'une vraie histoire médiévale, qui a été adaptée par le réalisateur, et c'est très intéressant de lire les articles qui parlent de ça parce que on voit tout le travail qui a été fait, les références que vous n'avez pas forcément en voyant le film, et il y a une recherche vraiment poussée et je trouve ça magnifique. Le film est beau aussi, la musique, c'est ma musique préférée de l'année. D'ailleurs, quand Spotify m'a fait son petit bilan, là, en fait, c'était la musique de ce film qui pétait tout. Et oui, les images sont magnifiques, il y a plein de symboliques partout, pas de symbolique, mais de références à des légendes, à des choses. Et voyez-le, il dure longtemps et il est très lent. Donc, je sais qu'il ne fera pas l'unanimité, mais personnellement, je l'ai trouvé très, très, très beau et qui m'a beaucoup fait rêver ensuite. Ensuite, on va parler de Dune. Dune, vous en avez probablement entendu parler aussi. Hein. Cette année, on est sur des films plutôt gros budget, dans mes films préférés. Pourtant, j'ai pas vu que ça, mais bon, c'est comme ça. Dune, donc, tiré du livre de Frank Herbert, que j'ai lu. Je l'ai lu assez tard, j'ai commencé à lire Dune il y a peut-être 2 ans, et là j'en suis au tome 3, parce que je lis d'autres choses entre-temps. Mais les livres sont formidables, de ce que j'en connais, parce qu'il y a toute une dynamique entre les personnages de non-dits, qui est assez bien traité dans le film, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, parce que tout ce qui est non-verbal, quoi. Il y a énormément de non-verbal dans le film, dans le livre, mais dans le film aussi, du coup. C'était beau, il y a eu tellement déjà de critiques positives sur le film que j'ai pas énormément besoin de détailler davantage, je pense, mais c'était un beau film qui respecte très bien le livre, et dont j'attends la suite avec impatience, parce que je pense qu'elle sera tout aussi bien. Et j'espère qu'il y aura encore d'autres suites, que les livres suivants seront traités, parce qu'ils le méritent. On revient sur un film français plutôt long à nouveau. Il y a beaucoup de films longs cette année dans ce dont je vous parle. Bref, Illusion perdue de Balzac, qui vient de la comédie humaine de Balzac, et qui était très 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 bien. C'est un film où on voit pas le temps passer déjà, bien qu'il soit long comme je l'ai dit, et on suit la déchéance de ce jeune homme qui débarque dans un milieu parisien. En fait, il arrive à Paris en rêvant de devenir auteur, et en poursuivant aussi une femme qu'il aime, en la suivant. Et il se retrouve à bosser dans un torchon journalistique, dans un milieu totalement cynique, désabusé, qui fait tout pour se faire le plus d'argent possible et atteindre la plus grande renommée, le plus grand pouvoir possible. Donc voilà, c'est un film sur cette quête de pouvoir et de renommée de toutes les manières imaginables. Il se prend à ce jeu, il s'y perd, et c'est beau de voir cette chute progressive qui est annoncée dès le début. C'était très bien joué, je crois que je l'ai déjà dit, et très bien réalisé aussi. C'était beau. Donc je le recommande chaudement. House of Gucci, ensuite, qui est un film de Ridley Scott. Ridley Scott qui a fait beaucoup de films cette année, et d'ailleurs je me rends compte que j'ai pas mis The Last Duel dans ma liste, mais en fait il aurait dû. Bon, on va peut-être parler de 10 films au final. Mais bref, restons sur House of Gucci pour l'instant, qui est l'un des films que j'ai préféré cette année aussi. Encore un long film donc, mais où j'ai vraiment pas vu le temps passer, qui nous parle du mariage de Mauricio Gucci avec Patricia Reggiani, donc c'est une histoire vraie. Jusqu'à la fin de cette histoire. Je vais pas spoiler, je sais pas à quel point elle est connue. Moi, j'ai découverte avec le film, donc c'était très très bien joué. Adam Driver était magnifique dans ce film, et son jeu changeait un petit peu d'habitude. C'est pour ça que je le fais remarquer plus particulièrement, parce que il était adorable. En tout cas dans la première partie. Lady Gaga était formidable. Bon, Jared Leto a fait du Jared Leto, mais j'ai trouvé qu'il y avait aussi un très bon travail sur le scénario et sur le traitement des lumières. Je veux dire, il y a des moments pendant le film, je me disais « Ah, c'est beau ça !» Et ça mérite d'être remarqué du coup. Je trouve que Ridley Scott cette année s'est très bien remis de ses derniers films, genre la suite d'Alien qui était pas ouf du tout, et elle nous a fait de très très bonnes choses. Et House of Gucci, je le recommande. Et du coup, je vais aussi parler de The Last Duel, comme ça, en impromptu, qui est le premier film de Ridley Scott que j'ai vu cette année, en fait, puisqu'il est sorti un petit peu avant. C'est un film qui se passe au Moyen-Âge, donc avec toutes les petites approximations historiques qu'on peut imaginer, parce que ça, c'est pas non plus le fort de Ridley Scott. Notre-Dame de Paris qui est toujours en construction alors qu'on est à la fin du 14e, on te voit. Bref, sinon à part ça, c'est un film qui parle d'une thématique très importante, puisqu'on y aborde un viol. Qu'il ait eu lieu ou non, c'est la question du film, mais justement ce film nous montre les 3 visions des 3 personnages concernés, c'est-à-dire la femme qui subit le viol, le violeur et l'époux de cette femme qui devient un des personnages principaux, parce que bon, on va quand même pas trop soucier de sa parole à elle, donc
C'est très bien traité, justement en divisant le film en 3 parties avec les 3 points de vue. Et ça montre bien la situation des femmes à cette époque, la manière aussi dont la justice était rendue, puisque contrairement à ce que le titre indique, il ne s'agit pas du dernier duel, mais de l'un des derniers duels judiciaires, qui est autre chose que 2 personnes qui se croisent, qui s'engueulent et qui se disent « Ok, on se provoque en duel demain ». Non, là, il s'agit d'un duel judiciaire, donc qui répond à des règles précises et qui sont assez bien expliquées dans ce film. Aussi, toute la vision du viol, la vision des femmes à l'époque est très bien amenée. Et tout cela en fait donc un beau film, avec parfois quand même un petit peu de longueur, justement à cause du fait que c'est traité en 3 parties. Mais là encore, ça amène des choses intéressantes. Par exemple, on revoit certaines scènes, mais comme elles sont pas du même point de vue, c'est même pas les mêmes dialogues en fait, parce que ils se souviennent pas de la même chose, les gens. Et ça, j'ai trouvé ça bien. Ensuite, avant-dernier film de cette sélection, Last Night in Soho, qui est un film anglais dont le scénario m'intriguait beaucoup quand j'avais vu la bande-annonce et quand j'avais lu le synopsis, et qui aurait pu être mieux. Je m'attendais à un peu mieux, je pense, justement à cause de la hype que j'avais eue en voyant la bande-annonce, mais qui était quand même très bien. Donc on y suit une jeune fille qui débarque dans le milieu de la couture londonien et qui se retrouve plongée dans les années 60. Voilà, il y a une petite part fantastique, mais c'est aussi beaucoup dans le fantasme de cette jeune fille. Donc il se retrouve embarquée dans des histoires beaucoup plus glauques que celles qu'elle vit habituellement, à cause justement de ce parallèle entre son époque et les années 60. Et il y avait de très bonnes musiques dans ce film. C'était très bien joué. Anya Taylor-Joy est toujours aussi magnifique, évidemment. Je le recommande parce que il mérite qu'on se fasse son avis dessus. La fin était un peu décevante aussi. Donc voilà, c'est pas un de mes films préférés de l'année. Enfin, c'est l'un de mes films préférés, mais c'est pas mon préféré de l'année. Mais je pense qu'il mérite d'être vu. C'était très confus ce résumé là, j'ai l'impression. De toute ma sélection là, j'ai l'impression que c'était le pire résumé. Mais regardez-le. Et enfin, je termine avec l'un des derniers films que j'ai vu cette année, et enfin surtout le dernier film qui m'a plu cette année, La Fracture. On retourne donc sur un film français qui m'avait l'air d'être une comédie. Quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit « Hey, ça va être drôle, peut-être, voilà, ça sera une petite comédie tranquille. » Mais non, vous vous en prendrez plein la gueule, et vous allez pleurer, probablement. En tout cas, j'ai pleuré. Donc c'est un film qui se passe au moment des manifs des Gilets jaunes. On y suit plein d'histoires en parallèle, mais principalement un couple qui est sur le point de se séparer, mais dont c'est un couple de femmes, et l'une des femmes se pète la gueule et donc se retrouve aux urgences, et des manifestants des Gilets jaunes, et notamment l'un des personnages qui lui est blessé lors du manif et se retrouve aussi aux urgences. Et autour d'eux gravite plein de monde, enfin on suit une nuit aux urgences en pleine période des Gilets jaunes, avec tous les problèmes qu'on connaît dans les hôpitaux de nos jours et qui ont été bien amplifiés depuis, merci le Covid. Il y a beaucoup de moments drôles, mais c'est aussi terrible, parce que tout fout le camp, littéralement. Et à un moment, il y a un bout de plafond qui s'effondre sur l'un des gars qui attend aux urgences et personne panique dans le personnel, ils se disent « Ah ok, on va appeler quelqu'un. » C'est normal, c'était normal. Donc ça en fait un film que j'ai trouvé assez magnifique et très bien traité et voilà, qui mêle très bien le drôle à tout le glauque de cette situation et la tristesse de ce monde qui part en couille. Et c'est là-dessus que je termine ce récapitulatif des films de 2021 en vous souhaitant une très bonne fin d'année. Voilà, j'espère que ça vous donnera envie de voir ces films. J'en ai vu beaucoup d'autres, hein, mais je pourrais vous remettre comme d'habitude le petit récap de tous les films que j'ai vus avec ceux que j'ai aimés, pas aimés, là en fin de vidéo. J'ai un petit code couleur à chaque fois avec les films vert foncé, c'est le top. Vert moyen, jaune, orange, rouge. Rouge, c'est vraiment pas cool du tout. Et donc là, je vous ai cité des films qui étaient soit vert, soit vert foncé. Sinon, donc là, je m'apprête à aller fêter Noël. Mais vous, quand vous verrez cette vidéo, Noël sera déjà passé et vous serez en route vers le nouvel an. Et donc, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que vous puissiez les fêter. Moi, par exemple, on sera en petit comité, non plus à cause des restrictions, mais à cause des gens qui ont chopé le Covid. Mais c'est comme ça. Si vous êtes confiné, si vous êtes covidé ou malade de quelque manière que ce soit, je vous souhaite un très bon rétablissement aussi. Et sinon, pour parler un petit peu de la chaîne, j'ai sorti beaucoup moins de vidéos durant cet automne. J'ai sorti un Gentleman Badass et j'ai toujours un chronique de prof dont les recherches sont terminées mais que je peine réellement à écrire. Et du coup c'est un peu en pause, ça veut pas dire que j'arrête du tout, j'ai toujours envie de faire ça, mais j'ai aussi toujours envie que ça reste un loisir, surtout. Et donc là je me suis un peu trop mis la pression ces derniers mois en me disant il faut que je sorte une vidéo, il faut que je sorte une vidéo et ça m'a un peu bloqué. Je pense que c'est surtout ça qui m'a bloqué et donc là je prends le temps d'avoir à nouveau ce désir de la sortir parce que sinon ça va devenir une corvée et ça reste un loisir pour moi. Très légèrement rémunéré, mais avant tout une activité, une passion à la base. Et donc j'ai envie que ça reste une passion. Et si je veux continuer de faire des vidéos, il faut que ça reste une passion.
Donc je pense que je vais sortir à nouveau un Notre-Dame Badass en début d'année et puis prendre le temps de me remettre à l'écriture de ce chronique de prof parce qu'aussi j'écris énormément en ce moment à côté. Je continue d'avancer sur mon prochain livre d'histoire, mais aussi j'ai écrit un roman qui est en cours de fin. Enfin, je suis en train de terminer d'écrire un roman que j'ai commencé en novembre, donc c'est quand même un truc qui prend un petit peu de temps. Et j'ai écrit une pièce de théâtre aussi, sans faire de fuck, enfin bref, j'en suis au numéro 3, j'ai écrit une pièce de théâtre. Donc j'écris beaucoup et bah, ça fait qu'à un moment, faut faire autre chose de ces journées une fois qu'on a terminé d'écrire, quoi. J'ai aussi tourné ma première émission pour Medieval TV, qui sortira en janvier. Donc ça, Medieval TV, c'est une plateforme de streaming payante, si vous n'avez pas suivi l'histoire, et qui propose uniquement des émissions sur le Moyen-Âge. Et donc moi, je fais une émission de reconstitution chez eux, et on a tourné le premier épisode, c'était super bien. Donc si vous êtes abonné, j'espère que vous l'aimerez, et si vous n'êtes pas abonné, bah, éventuellement, c'est peut-être le moment de le faire, puisqu'il y a déjà certaines émissions qui sont sorties. La chaîne est sortie le 2 décembre. Elle a été lancée le 2 décembre. Donc voilà, je vous recommande ça parce que de ce que j'ai vu des premières émissions, ça a l'air vraiment qualitatif. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous raconter. Et il me reste maintenant à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année avant que ma voix décède. Non pas que j'ai le Covid, mais juste j'ai beaucoup parlé là pendant je ne sais pas combien de temps. J'ai beaucoup parlé. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année si vous faites la fête. Et si vous ne le faites pas ou si vous ne pouvez pas le faire, ben je vous souhaite dans tous les cas une très bonne journée. Voilà. Et de très bonnes journées dans l'avenir. Et à bientôt donc pour de prochaines vidéos d'histoire. Merci beaucoup.